Bienvenue au cœur du conflit, le podcast pour décrypter, comprendre et gérer vos conflits avec stratégie. Avec Karine Gava et le cabinet Resolveco, votre expert en gestion de conflits. Bonjour conseils, et bienvenue coaching dans ce nouvel épisode d'Au cœur du conflit. Aujourd'hui, pourquoi même les tentatives sérieuses de résolution échouent et ce qui bloque vraiment. Dans cet épisode d'Au cœur du conflit, nous allons mettre en lumière les dynamiques de pouvoir inconscientes et les territoires invisibles qui verrouillent les conflits, les illusions de solutions qui donnent l'impression d'agir sans rien changer en profondeur, et ce qui se passe concrètement quand on choisit d'en sortir. Et je vous donnerai à la fin une action concrète, une question pour identifier à quel niveau se trouve vraiment le blocage dans votre situation, pour arrêter de résoudre le mauvais problème. Et donc je vais conclure cette série avec Thomas et vous pouvez écouter bien sûr cet épisode indépendamment. Tout ce dont vous avez besoin en fait est ici. Et donc depuis déjà 2 épisodes, on est avec Thomas et voilà, Thomas et Marc ont cofondé un cabinet de conseil en réorganisation informatique. Le conflit en fait dure et a duré pendant 18 mois. Et dans les épisodes précédents, on a vu ce qui se passe dans la communication et ce qui est touché dans l'identité. Et aujourd'hui, on va plutôt voir en fait ce qui bloque. Donc si vous êtes en conflit ou si le sujet vous intéresse, écoutez jusqu'au bout. Vous y trouverez des clés essentielles. C'est parti. Bonjour Thomas. Donc listez-moi les tentatives de résolution que vous avez essayées avec Marc. Oui, bonjour. Alors, on avait tenté une réunion de clarification avec un consultant externe c'était en organisation, et on est reparti avec un tableau de responsabilité. Ça a été caduc en 6 semaines. En fait, on a chacun consulté un avocat, en fait, séparément. Après, ça a durci les positions immédiatement. On a eu plusieurs conversations directes, seules, plusieurs fois. Et puis, elle finissait soit dans un mur, soit en fait dans de faux accords. Voilà. Et puis, en fait, on avait un ami en commun. Alors, on a fait une tentative, je sais pas, on va dire de médiation informelle. Mais en fait, je dirais que ça n'a pas amélioré les choses parce que chacun a essayé, en fait, de mettre l'ami de son côté. Donc, non, c'était pas vraiment fructueux. Ce que vous venez de décrire, je le vois très régulièrement. Les personnes intelligentes, de bonne volonté, qui tentent en fait des approches sérieuses et qui reviennent systématiquement au même endroit. C'est pas un problème de méthode, c'est un problème de niveau. Toutes ces tentatives travaillent sur la surface. Et ce qui bloque en fait est structurel. Donc en théorie des systèmes, on appelle ça une impasse systémique. C'est pas un désaccord qu'on n'a pas encore réglé, c'est un système en fait qui s'est refermé sur lui-même, dans lequel les comportements de chaque partie alimentent les comportements de l'autre dans un cercle en fait qui n'a pas de sortie interne. Concrètement, dans votre cas, Marc prend des décisions seul parce qu'il perçoit que la concertation ralentit tout et que les opportunités passent. Vous vous fermez davantage parce que Marc prend des décisions sans vous. Marc interprète votre fermeture comme la confirmation que consulter est un frein. Et il prend encore plus de décisions seul. Personne ne pilote cette spirale. Elle se nourrit en fait d'elle-même. Peu importe ce que je fais, ça confirme sa lecture. Et peu importe ce qu'il fait, ça confirme la mienne. C'est exactement ça. Et on ne sort pas d'une impasse systémique avec plus de communication ordinaire. Il faut quelque chose qui vient de l'extérieur du système. Mais bon, avant d'aller là, je veux qu'on comprenne ce qui génère cette impasse. Ce qui rend une impasse systémique, c'est difficile à reconnaître, en fait, c'est qu'elle ressemble de l'extérieur à un conflit ordinaire. Pour vos équipes, pour vos clients, ça ressemble à 2 personnes qui ne s'entendent pas sur des sujets de management. Mais ce qui se passe à l'intérieur est structurellement différent. Dans un conflit interne, ordinaire, si A change de comportement, B peut changer le sien en retour. Il y a en fait une chaîne causale directe. Par contre, dans une impasse systémique, si A change de comportement, B l'interprète à travers le filtre déjà installé et le changement n'est pas reçu comme un changement.
Il est reçu comme une manœuvre. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Il y a environ 6 mois, j'ai essayé de me mettre en retrait volontairement. Je ne demandais plus de validation sur les outils, les plannings, les process internes. Un effort conscient pendant 3 semaines. Et Marc n'a pas dit « c'est bien, on avance ». Il a dit lors d'une réunion « en fait, je vois que tu t'intéresses plus trop à l'opérationnel ». Oui, votre retrait a été lu non pas comme une concession, mais comme un désengagement, comme une preuve supplémentaire de quelque chose qu'il pensait déjà, en fait, sur votre rapport au cabinet. L'impasse systémique, ça se situe dans le fait que chacun de vous est pris dans une logique cohérente individuellement, mais qui devient enfermante dès qu'elle interagit avec celle de l'autre. Pour Marc, l'impasse, c'est « il veut être efficace », donc il réduit la concertation et décide seul. Dans sa logique, concerter, ça supposerait d'échanger avec quelqu'un d'impliqué qui apporte des éléments pour décider, mais vous, quand vous vous retirez, en fait, donc moins de participation, moins de prise de position, il ne voit pas une protection, une réaction à son comportement, mais c'est un manque pour lui d'engagement opérationnel. La concertation devient alors, concrètement pour lui, moins utile, plus floue, plus lente. Votre retrait devient donc une preuve que consulter ne sert pas. Il est ainsi coincé dans une boucle où agir pour être efficace, en fait, donc décider seul, ça réduit votre implication. Ce qui rend la concertation moins efficace, ce qui le pousse à décider encore plus seul. Et pour vous, l'impasse elle est symétrique. Vous cherchez à préserver votre place et à éviter une dynamique que vous ressentez comme excluante. Participer dans un système où les décisions sont déjà prises ou peu partagées, c'est vécu comme inutile ou disqualifiant, donc vous vous retirez pour ne pas cautionner ce fonctionnement, pour ne pas vous exposer à être ignoré ou contredit. Mais ce retrait, ça réduit votre présence dans les échanges, ce qui va renforcer le fonctionnement de Marc et augmenter son contrôle. Vous êtes pris donc dans une boucle où vous protégez, alimente précisément ce qui vous pousse à vous protéger. L'impasse systémique, c'est là. Chacun tente de résoudre le problème à partir d'une logique en fait rationnelle, mais chaque tentative, elle est interprétée à travers le filtre de l'autre, et ça devient une confirmation du problème. Les comportements, en fait, ils corrigent plus la situation, ils vont la stabiliser. Il n'y a pas de levier interne simple, car c'est pas un comportement isolé qui pose problème, mais c'est l'ajustement automatique des deux logiques qui va créer une boucle fermée. Voilà. Et le moteur qui est en dessous, ce sont les dynamiques de pouvoir et de contrôle. Ce terme de pouvoir, franchement, j'ai du mal avec lui. En fait, il suppose une intention de dominer. Et je ne crois pas que Marc cherche à me dominer. Ni moi, lui non plus. Vous avez raison et c'est un point fondamental. Les dynamiques de pouvoir dans une relation professionnelle étroite sont presque toujours inconscientes. Ce ne sont pas des stratégies de domination, ce sont des mécanismes de protection. Donc personne ne se lève en se disant « oui, je vais exercer du pouvoir sur mon associé ». Ce qui se passe, c'est plus simple et plus universel en fait. Chacun cherche à ne pas être dominé, à protéger ce qui lui appartient, à préserver sa capacité à agir dans son domaine. Et cette protection, elle prend une forme très précise, c'est les territoires. Dans toute relation professionnelle durable, chacun développe des territoires, des domaines dans lesquels il est reconnu comme la référence, comme celui qui décide. Ces territoires, en fait, ils sont même pas toujours formalisés, ils se construisent de manière un peu organique. Mais ils sont profondément ancrés, parce qu'ils répondent en fait à la question identitaire qu'on a vue dans l'épisode précédent, où est ma place ici. Et Thomas, les territoires entre vous et Marc, est-ce qu'ils étaient clairs au départ ? Oui. Moi, le commercial et la relation client, lui, les équipes techniques et la livraison. C'était organique, en fait, jamais vraiment formalisé, mais évident. Et à quel moment ça s'est brouillé ? Marc a commencé à prendre des décisions qui touchaient au positionnement commercial. Des nouvelles offres présentées directement aux clients, des décisions de recrutement qui changeaient la façon dont on se présentait. Et moi, de mon côté, j'ai commencé à différer certaines validations internes, des achats d'outils, des décisions d'infrastructure, parce que je voulais être dans la boucle. Deux mouvements simultanés.
Marc étend son territoire dans le vôtre et vous étendez le vôtre dans le sien. Pas par agressivité, par nécessité de contrôle face à l'incertitude. Et les deux mouvements se renforcent mutuellement. C'est la guerre des territoires à bas bruit. Personne ne déclare rien, personne n'attaque frontalement, mais chacun grignote. Chacun retient, chacun contrôle un peu plus, en réponse à ce que l'autre vient de faire. C'est là que les stratégies relationnelles, elles entrent en jeu. Il y en a 4 familles. Et je vais les illustrer avec des scènes concrètes, tirées de votre cabinet. Parce que les reconnaître, en fait, c'est la première condition pour ne plus les subir. La première famille, en fait, c'est la domination directe. C'est trancher sans consulter, occuper l'espace de manière frontale. Marc qui présente la nouvelle offre de gouvernance de la donnée en réunion sans vous avoir consulté. En fait, c'est ça. La deuxième famille, c'est l'évitement actif. Ne pas répondre. Différer. Laisser les sujets en suspens. Le délai de 3 jours sur votre email avant ce rendez-vous client. C'est ça. La troisième famille, elle est plus subtile. C'est le passif-agressif. Ce sont les sous-entendus, les silences chargés, les commentaires qui ne sont jamais tout à fait des attaques, mais jamais tout à fait neutres. Je vais vous donner une scène précise. Il y a environ 4 mois, vous avez préparé une réunion en interne. Et dans la réunion en interne, vous avez préparé un argumentaire pour conquérir le secteur de la santé. C'était des hôpitaux et des cliniques qui doivent migrer leur système de données patients. Et vous avez un contact sérieux, vous avez identifié le potentiel, vous présentez à l'équipe. Et Marc laisse la présentation se terminer. Puis il va dire « c'est une direction intéressante ». Puis une pause. Si on a les ressources pour suivre. Et il passe à autre chose. Je m'en souviens très bien. Et tout le monde dans la pièce a compris ce que ça voulait dire. Ce que ça voulait dire, ça traduit ton idée elle est bancale. Parce que tu n'as pas évalué les contraintes opérationnelles. Mais dis sans le dire, quoi. C'est pas une attaque, c'est une déstabilisation. Et elle est d'autant plus efficace qu'elle est indéfendable. Si vous répondez, vous êtes susceptible. Et si vous répondez pas, le doute reste dans la pièce. Et moi, j'ai fait la même chose. Je me souviens d'une réunion où Marc présentait un nouveau process de livraison et j'ai dit c'est bien structuré. J'ai ajouté ça devrait plaire aux clients qui ont du temps. Exactement le même mécanisme dans l'autre sens. Sous-entendu, le process est trop lourd pour être commercialement viable. Dis sans le dire. L'autre ne peut pas vous attaquer frontalement sur ça, mais l'effet est là. Ce qui est important à comprendre, en fait, sur le passif agressif, c'est qu'il s'installe précisément quand les voies directes sont perçues comme trop risquées. Quand vous avez essayé de parler frontalement avec Marc et que ça durcit les choses, votre cerveau, il a cherché une autre voie. Une voie qui exprime quelque chose sans s'exposer. C'est une adaptation, pas un défaut de caractère. Mais elle crée exactement le résultat qu'elle cherchait à éviter. L'autre perçoit l'hostilité, se protège davantage et la distance augmente. La quatrième famille, c'est la plus difficile à voir parce qu'elle ressemble à de l'inaction. C'est le sabotage passif. Ce n'est jamais une intention malveillante explicite. C'est l'ensemble des micro-comportements qui, sans jamais rien en faire d'explicitement hostile, ça entrave l'action de l'autre. Voici la scène. Il y a environ 5 mois, là vous aviez un rendez-vous décisif avec votre plus gros prospect de l'année. C'est l'industriel en pleine réorganisation IT. Voilà. Pour ce rendez-vous, vous aviez besoin que Marc vous envoie 48 heures avant une documentation technique sur votre capacité à traiter des architectures legacy, c'est ça ? Enfin, c'est le point critique pour ce client. Et Marc vous a envoyé la documentation le matin du rendez-vous, à 7h30. Incomplète, et vous perdez le deal. Marc m'a dit qu'il avait une migration critique cette semaine-là. Et c'était vrai. Il y avait un incident chez un autre client. C'était vrai. Et en même temps, dans le contexte de 18 mois de tension, dans le contexte où votre commercial territoire est perçu par Marc comme une source de contraintes pour ses équipes, est-ce que cette documentation aurait été envoyée dans les mêmes délais 6 mois plus tôt, avant que la relation se dégrade ? Non.
Probablement pas. Ce n'est pas que Marc a décidé consciemment de vous saborder sur ce prospect. C'est que dans un cerveau en mode défensif, les priorités se réorganisent sans qu'on le décide. Ce qui appartient à moi remonte, ce qui appartient à l'autre descend. C'est pas un choix moral, c'est une mécanique cognitive. Et voilà pourquoi le sabotage passif est si destructeur. Il est indémontrable. Vous ne pouvez pas accuser Marc d'avoir volontairement retardé la documentation. Il avait une vraie raison. Mais la raison est réelle, et l'effet est réel en même temps. Et vous portez les deux. Ce qui est également important à comprendre, c'est que les deux parties exercent ce sabotage passif simultanément, tout en voyant clairement celui de l'autre, et pas le leur. Vous avez différé des validations internes pendant des semaines, des décisions sur des achats d'outils, des choix d'infrastructures. Donc pour Marc, c'était du sabotage. Pour vous, c'était de la prudence légitime. Ces deux lectures, elles sont vraies en même temps. Et c'est précisément là que le conflit devient ingérable seul. Parce que chacun est juge et partie sur sa propre conduite. Et sur ces 4 stratégies, et ça vaut pour vous, pour Marc et pour n'importe quelle relation professionnelle, en fait dense en tension, c'est ceci. Elles ne sont pas des défauts de caractère. C'est des réponses à un système qui ne fournit plus de sécurité. Quand on comprend ça, on sort du jugement pour entrer dans la lecture systémique. Et la lecture systémique, c'est la seule qui permette d'envisager une sortie réelle. Alors, souvent ça prend du temps de travailler en fait sur ces domaines-là, bien sûr. Et voilà. Maintenant, on va parler par exemple des illusions de solution. Vous les avez toutes essayées. Et en fait, je vais juste revenir pourquoi elles ont échoué. La solution organisationnelle, tableau de responsabilité. Ça suppose que le problème, c'est un manque de clarté. C'est pas ça. Le problème, c'est que ni vous ni Marc ne croyez plus que l'autre respectera l'accord. Un accord signé par 2 personnes qui ne se font plus confiance est une fiction. Les 2 le savent en signant, et 6 semaines plus tard, en général, ça se confirme. La solution juridique, alors le droit, oui, c'est un outil nécessaire. Il protège les droits, il encadre les séparations. En fait, il est très mal fait pour restaurer une relation ou traiter ce qui s'est passé sur le plan humain. Dès lors que vous avez chacun consulté un avocat, vous n'êtes plus simplement 2 partenaires avec un problème de gouvernance. Vous êtes 2 parties adverses qui préparent leurs arguments. Donc la relation, elle change de nature. Et ça se défait pas facilement. Après, la médiation informelle par un ami commun. Alors celle-là, je vais l'expliquer précisément parce qu'il y a beaucoup de gens qui y ont recours et ils s'étonnent que ça empire. Un ami commun, il peut être bienveillant, intelligent, mais il ne peut pas être neutre. Il a une histoire avec chacun de vous. Il a des affinités. Et surtout, en fait, il n'a pas la compétence pour tenir le cadre dans un échange quand il y a comme ça une haute charge émotionnelle. Et résultat, vous l'avez dit, en fait, chacun essaie de le convaincre et au lieu d'une conversation à 2, finalement, vous avez 2 plaidoiries. La tension, elle monte et en fait, chacun repart avec la conviction d'avoir été trahi par quelqu'un qui aurait dû être de son côté. C'est exactement ce qui s'est passé. Ce que toutes ces tentatives en commun, c'est qu'elles travaillent sur ce qui est visible. Les processus, les droits, les accords. Et ce qui bloque, en fait, c'est invisible. C'est la confiance cassée, les territoires défendus, des identités en duel. Et on ne va pas résoudre l'invisible avec des outils faits pour le visible. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui peut fonctionner ? Il y a 2 chemins. Je vais les nommer clairement, en fait. Sans faux espoir, sans fatalisme. Le premier chemin, c'est la résolution. C'est-à-dire qu'une relation professionnelle reconstruite sur des bases nouvelles. Et ce chemin, en fait, il va nécessiter 3 conditions. Qu'il reste un projet commun entre vous 2, pas de l'affect, pas de la nostalgie, un projet. Et que les 2 parties, elles acceptent de regarder la même réalité en même temps. Et un tiers compétent, c'est-à-dire une médiation professionnelle. Voilà. Je peux vous décrire concrètement à quoi ça peut ressembler. Parce que la médiation, en fait, elle est souvent très mal comprise.
elle est perçue comme une négociation assistée, une tentative de compromis qui serait arbitrée par quelqu'un. En fait, c'est autre chose. Oui, d'ailleurs, vous pouvez me décrire comment ça commence exactement? La première séance de médiation, elle ne commence pas par le conflit. C'est souvent ce qui surprend le plus les gens. Elle commence par quelque chose que les deux parties n'ont souvent pas fait depuis des mois, parfois des années. C'est se parler sans être en mode défensif. Concrètement, dans une première séance, le médiateur va demander à chacun, séparément ou dans un cadre très structuré ensemble, de décrire en fait ce qu'ils ont construit. Pas ce qui s'est dégradé, ce qu'ils ont construit. Comment ce cabinet a démarré, ce que chacun y a mis, ce qu'ils espéraient en le fondant. Alors pourquoi commencer par là? Disons, ça fait deux choses simultanément. Premièrement, ça sort les deux personnes du mode accusation-défense, dans lequel elles sont enfermées depuis des mois. Parce que parler de ce qu'on a construit, c'est parler depuis un endroit de fierté, pas depuis un endroit de blessure. Deuxièmement, ça permet de reposer une base commune. Et c'est souvent, les gens ils vont se rendre compte que cette base commune, elle existe toujours. Qu'ils l'ont perdue de vue, mais qu'elle n'a pas disparu. Et ensuite? Ensuite, seulement, le médiateur, il commence à travailler sur ce qui s'est passé. Mais pas de la façon dont vous l'avez essayé seul. La différence fondamentale, c'est le cadre. Dans vos conversations directes avec Marc, quand quelque chose de difficile était dit, vous étiez deux à réagir en même temps, sans filtrage, avec tout l'historique chargé. En médiation, quand Marc va dire quelque chose de difficile, en fait, le médiateur, il intervient avant que vous répondiez. Il va reformuler, poser une question, ralentir le rythme. Il va créer un espace entre la parole et la réaction. Voilà, donc c'est du travail, ça prend du temps, souvent plusieurs séances. Mais ce qui se passe dans cet espace, c'est quelque chose en fait que vous ne pouvez pas recréer seul. C'est la possibilité d'entendre l'autre sans filtre. Vous pouvez me donner un exemple concret de ce que ça peut changer? Oui, dans une première séance, le médiateur il va demander à Marc de décrire comment il vit sa place dans le cabinet aujourd'hui. Marc, il va dire quelque chose comme, moi j'ai l'impression d'être toujours en train de justifier mes décisions techniques à quelqu'un qui ne comprend pas les contraintes du terrain. Dans une conversation directe entre vous deux, cette phrase, elle déclencherait immédiatement une réaction défensive de votre part, parce que vous l'entendez comme une attaque sur votre compétence. En médiation, avant que vous répondiez, le médiateur, il va intervenir. Marc, quand vous dites que vous justifiez vos décisions, qu'est-ce qui vous manque là, dans votre fonctionnement avec Thomas? Et Marc, il va peut-être dire, de la confiance, qu'il me fasse confiance sur mon domaine. Et là, pour la première fois, peut-être depuis 18 mois, vous entendez peut-être que Marc ne cherchait pas à vous exclure, il cherchait à être reconnu dans sa compétence, comme vous cherchiez à être reconnu dans la vôtre. Ce serait la première fois qu'on parlerait de ça vraiment. C'est souvent ce qui se passe dans une première médiation sérieuse. Non pas une résolution, on n'en est pas là, mais c'est une compréhension mutuelle qui n'avait jamais eu lieu. Et parfois, cette compréhension seule, elle fait bouger quelque chose. Et puis les séances suivantes, ça travaille sur deux plans simultanément. D'abord, c'est comprendre ce qui s'est réellement passé, pas pour établir les torts, mais pour que les deux parties aient la même lecture de la trajectoire. Et cette lecture partagée est ce qui permet de sortir du « ma version contre ta version ». Et c'est pour entrer dans « voilà ce qui s'est passé entre nous ». Et ensuite, si le projet commun il existe encore, c'est construire les bases d'un fonctionnement qui tient compte de ce qu'on a appris. Ce n'est pas un nouveau tableau de responsabilité. C'est une compréhension de pourquoi certains sujets sont sensibles pour chacun et comment on peut les aborder sans déclencher les mécanismes de défense en fait automatiques. Et si, en cours de médiation, on réalise que le projet commun n'existe plus vraiment? Oui, c'est quand la médiation, en fait, on va dire, elle n'est pas là pour reconstruire. En fait, s'il n'y a pas de projet en commun et si on ne se retrouve pas dessus, elle peut être là finalement pour accompagner une séparation propre. Donc elle va changer d'objectif. Voilà, on va dire sans s'arrêter. De toute façon, c'est pas elle qui au départ, la médiation, elle n'a pas au départ l'objectif de ceci ou cela. En fait, c'est de permettre
une meilleure compréhension, une clarification, et puis des décisions éclairées, même si c'est pour se séparer. Parce qu'une séparation accompagnée, ça produit quelque chose qu'une séparation juridique seule ne produit jamais. En fait, ça va donner une compréhension partagée de ce qui s'est passé. Parce que la séparation juridique, c'est ok. Toi, t'as tort et tu dois tant, et puis c'est tout. Et donc la compréhension partagée, c'est ce qui permet souvent à chacun de repartir sans porter le poids d'une histoire non résolue. En fait, dans votre secteur, par exemple le conseil IT, où l'écosystème il est petit, où tout le monde finit par se recroiser, ça a une valeur concrète. En fait, c'est une séparation propre, c'est 2 personnes qui peuvent continuer à évoluer dans le même écosystème sans que le passé soit une charge permanente. Parce qu'une séparation mal gérée, c'est une réputation fragilisée. Des clients qui peuvent choisir leur camp et une ardoise relationnelle qui vous suit pendant des années. Mais, et c'est important, une médiation ne réussit que si les 2 parties s'y engagent vraiment. Pas pour avoir raison, pas pour obtenir une validation de leur version. Pour comprendre et pour chercher une issue. Si Marc refuse, et le refus de médiation, c'est souvent le signe que la peur de ce qui pourrait être dit est trop intense, alors on est face au second chemin, c'est la clôture. Et je veux bien distinguer soigneusement la clôture de la résolution. Résoudre un conflit, c'est trouver une issue qui répare ou transforme la relation. Clôturer un conflit, c'est trouver une issue qui permet à chacun de sortir avec son intégrité et sa clarté, même si la relation, en fait, elle s'arrête là. Une séparation bien menée, accompagnée, dans laquelle les enjeux humains sont traités, et pas seulement les enjeux juridiques et financiers, c'est une forme de clôture. C'est pas un échec. C'est parfois la seule issue honnête face à un système qui ne peut plus fonctionner. Une séparation mal gérée, précipitée, réduite à sa dimension légale, elle va laisser des traces qui durent des années. Elle nourrit des ressentiments qui empoisonnent les projets suivants. Et donc dans votre secteur, le conseil IT, où l'écosystème il est petit, où tout le monde finit par se recroiser, eh bien une séparation conflictuelle visible, ça a des conséquences commerciales qui sont réelles. Les clients, ils sentent les tensions. Donc les recrutements, ils deviennent plus difficiles, la réputation du cabinet, ça se fragilise. Oui, ça c'est quelque chose que j'avais sous-estimé. L'impact externe, en fait, d'un conflit interne. Oui, c'est souvent le dernier argument qui convainc les parties de traiter sérieusement en fait ce qui se passe entre elles. Pas pour elles-mêmes, mais parce que ce qu'elles ont construit mérite mieux qu'une destruction par friction. Et je vais ajouter quelque chose sur la clôture que les gens ne mesurent pas assez. Une séparation non clôturée, si je peux dire, elle vous suit dans votre prochain projet. Pas parce que vous répétez les mêmes erreurs. Enfin, parfois si, mais ce n'est pas inévitable. C'est parce que vous portez le récit de ce qui s'est passé. Et ce récit non travaillé, ça devient un filtre, en fait, sur votre prochain partenariat. Vous allez soit recréer les mêmes dynamiques sans le voir, soit surcorriger dans l'autre sens. Et donc exiger un niveau de formalisation ou de contrôle qui étouffera la nouvelle relation. La clôture, ce n'est pas tourner la page, c'est comprendre ce qu'on a vécu suffisamment pour ne pas le rejouer. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont dans une impasse, professionnelle, relationnelle, peu importe le contexte, je vais d'ailleurs terminer sur une question. À quel niveau êtes-vous en train de chercher la solution ? Si vous cherchez une solution organisationnelle, relationnelle ou juridique, posez-vous honnêtement cette question. Est-ce que votre tentative de résolution, elle correspond au niveau où se trouve le blocage réel ? Ou est-ce que vous résolvez ce qui est visible ? Pour éviter de regarder ce qui est en dessous. Donc on travaille que les comportements, c'est tout. Niveau 1, c'est ce qui se passe dans vos échanges. Niveau 2, c'est ce qui est touché en vous. Niveau 3, c'est ce qui bloque dans le système que vous avez construit ensemble. Ignorer l'un de ces niveaux, en fait, c'est garantir que toutes vos tentatives, elles reviennent au point de départ. Et voilà, l'action concrète que je vous propose, c'est de vous poser honnêtement cette question sur votre situation. À quel niveau est-ce que je cherche la solution en ce moment ? Est-ce que ce niveau,
il correspond à l'endroit où se trouve vraiment le blocage. Si la réponse elle est non, vous savez maintenant où regarder. Voilà Thomas. Bon, c'était notre dernier épisode ensemble. On a parlé donc conflit d'associés et puis des différents niveaux, ce qui se passe. Donc c'est l'interprétation. Ce qui est touché, l'identité. Et ce qui bloque, la dynamique donc de pouvoir. Voilà. Alors, on a travaillé avec vous en tant que consultant sur les tensions qu'il y avait entre vous et Marc dans un cadre confidentiel. On a travaillé de façon libre, non cadrée, car vous aviez quand même suffisamment confiance l'un dans l'autre. Si vous étiez allé plus loin dans ce conflit, donc c'était pour le coup vraiment perte de confiance ou aller trop loin déjà avec les avocats, etc. Alors à ce moment-là, il aurait certainement fallu envisager une médiation. Là, en fait, on n'en a pas eu besoin. Oui, et je voulais vous remercier. Après avoir traversé tout ça, eh bien, mon rapport aux discussions et aux situations tendues a complètement changé. Et notre façon de travailler avec Marc en a été durablement modifiée dans le positif. Et donc, je sais que prendre appui, en fait, sur des conseils extérieurs est très important. Voilà. Donc, si vous sentez que vous avez tout essayé et que rien ne bouge, que vous revenez toujours au même point malgré vos efforts et que vous n'arrivez pas à démêler tout ça seul, n'hésitez pas à nous contacter chez Resolveco. Nous proposons des accompagnements personnalisés en coaching et médiation qui vous aident à faire cette analyse en profondeur. Donc pour plus d'informations, www.resolveco.fr. Et si vous avez des questions, des situations dont vous aimeriez qu'on parle dans un prochain épisode, écrivez-nous. Vos questions nourrissent notre réflexion. C'était ce qui verrouille les conflits, enjeux de pouvoir, contrôle et territoire invisible. Un épisode d'Au cœur du conflit. Pour aller plus loin, retrouvez la transcription de cet épisode et d'autres ressources sur notre site www.resolveco.fr. Merci de votre écoute. À très bientôt et prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur du conflit, le podcast qui révèle les angles morts de vos conflits. Pour aller plus loin et débloquer vos situations complexes, retrouvez tous nos accompagnements sur www.resolveco.fr. Resolveco, votre cabinet spécialiste en gestion de conflits, conseils personnalisés, coaching stratégique et médiation pour vos situations professionnelles, familiales et personnelles. Si cet épisode vous a apporté des clés de compréhension et des outils, abonnez-vous et partagez-le. Vos questions et vos situations sont les bienvenues. Au cœur du conflit, un podcast Resolveco.